Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois parmi nous Jean-Robert Raviot, qui nous fait l'amitié de venir régulièrement pour nous présenter divers aspects de la Russie. On a parlé, il y a bien longtemps déjà, de la politique extérieure de la Russie. On a parlé des oppositions en Russie l'année dernière. Et cette année, Jean-Robert nous a déjà donné une interview sur les débuts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et surtout en accent sur le pouvoir, le Kremlin. Donc on va poursuivre avec lui cette réflexion, s'il le veut bien, et ensuite eh bien, nous engagerons le débat. Merci en tout cas, Jean-Robert, d'être à nouveau parmi nous ce soir. Merci Bertrand à vous de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Russie Duet pour parler de la Russie en général, et même en particulier. Finalement, on dit toujours un peu la même chose, alors je vais essayer de réactualiser, si on peut dire ce que je dis d'habitude, au vu de cette guerre qui a commencé donc il y a 77 jours, enfin, dont la phase actuelle a commencé il y a 77 jours, le 24 février dernier. J'ai fait partie des spécialistes de la Russie, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin bon, j'assume, qui ne croyaient pas à cette entrée en guerre, qui pensaient que cette opération ne se mènerait pas, en tout cas pas avec cette ampleur. Donc je me suis tout à fait trompé, et donc c'est très modestement que j'ai essayé de revenir sur les origines de cette erreur. Pourquoi est-ce que finalement j'étais absolument convaincu que jamais une opération de ce type ne serait menée, en tout cas dans ces délais. Et en fait, j'ai pas mal revu des choses. Ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder le Kremlin, effectivement, comme étant le centre du pouvoir, le centre historique du pouvoir en Russie. Je vais revenir beaucoup là-dessus, parce que c'est finalement à partir du Kremlin, le Kremlin, évidemment, on ne va pas parler de la forteresse, des palais et des cathédrales, ça mériterait une conférence à part. On va parler du Kremlin comme lieu de pouvoir, centre du pouvoir en Russie, depuis que la Russie est un État moderne et un empire, c'est-à-dire depuis environ le début du XVIe siècle, la fin du XVe, le début du XVIe siècle. Donc ce Kremlin qui est l'épicentre du pouvoir. Comment cette guerre en Ukraine et cette invasion russe de l'Ukraine permet de voir certains éclairages sur le Kremlin, à la fois sur la politique intérieure et extérieure. Mais on va se promener beaucoup, on va aller aussi en Ukraine un petit peu. J'ai beaucoup de notes, donc je vous invite à m'interrompre aussi pendant la conférence si une question vous vient, on est peu nombreux, donc c'est toujours beaucoup plus sympathique. Je vais essayer de suivre un plan, je ne dis pas que je vais réussir à le faire, mais je vais essayer, j'ai une trame. Et je vais commencer par évoquer donc, ce que révèle, enfin, la question que je vais me poser, c'est que révèle la guerre de la Russie en Ukraine. Alors, bien sûr, cette guerre, par son intensité, elle marque une rupture, à première vue. Moi, je vais plutôt insister sur les continuités. Alors, une rupture, pourquoi? Parce que d'abord, l'ampleur du déploiement militaire, du théâtre, et du théâtre aussi géographique des opérations, est énorme, et sans équivalent avec les opérations russes précédentes, et sans équivalent, enfin, disons, c'est de l'ordre de la guerre américaine au Vietnam, de la guerre américaine en Irak, c'est pas du tout de l'ordre des frappes américaines ou otaniennes en Serbie, c'est pas du tout de l'ordre de l'intervention russe en Ossétie en 2008, je vais revenir là-dessus, mais c'est un énorme front, en fait, qui aujourd'hui, en fait, la Russie tient un front en Ukraine qui va de Kherson jusqu'à Kharkov, en passant par Luhansk, ça fait plus de 1000 km. Donc c'est un énorme front. Et lorsque je regarde les cartes, où il y a beaucoup de cartes qui circulent sur la guerre tous les jours, on est abreuvé de cartes, les bonnes, les fausses, les vraies, elles sont toutes fausses, en fait, parce qu'elles sont toujours datées et sont toujours orientées. Lorsqu'on regarde les cartes, ce qui m'a tout de suite frappé, quand on regarde la télévision, qu'elle soit russe ou française d'ailleurs, il y a des experts qui viennent nous expliquer, voilà, il y a un recul, il y a une avancée, je sais pas quoi. Bref, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le souvenir de mes cours. Quand j'ai fait une licence de russe il y a longtemps à la Sorbonne, et de mon professeur, Van Regemorter, qui est connu,
qui nous montrait beaucoup de cartes de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique soviétique. Et tout de suite, je me suis rappelé, pour moi, Kharkov, c'était aussi la Seconde Guerre mondiale. Et ces cartes m'ont tout de suite donné envie d'aller regarder celle de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne suis pas ni un cartographe ni un géographe, mais il y a vraiment beaucoup, je pense, d'enseignements à tirer de cette avancée soviétique, de cette reprise du territoire par les soviétiques, territoire conquis par l'Allemagne, dans cette opération. Et c'est d'ailleurs une des, je dirais, je ne dis pas ça par hasard, c'est aussi la rhétorique officielle russe, que de présenter cette opération spéciale. Ce n'est pas une guerre, il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle. Opération spéciale comme étant la suite logique ou la suite historique du reflux, de l'opération de défense du territoire menée contre l'Allemagne à partir de 1941. Donc la rhétorique officielle russe, c'est de dire, qui parle de dénazification, notamment, c'est de dire nous continuons ou nous achevons ce que nous aurions dû terminer dans cette précédente séquence. C'est très important de comprendre ça pour se placer du point de vue, pour essayer de comprendre la manière dont cette guerre est pensée par ceux qui la font, c'est-à-dire côté russe. Alors donc, ampleur du théâtre, ampleur militaire, etc. Il y a aussi une autre rupture, c'est la profondeur de la rupture avec la doctrinale, avec, je dirais, la doctrine de politique étrangère qui a été celle de la Russie depuis la chute de l'URSS, donc qui était celle du respect de l'intégrité territoriale des États, donc qui a été mise en avant, par exemple, dans l'intervention en Syrie en 2015. La Russie donc, est intervenue pour appuyer l'État syrien contre des dangers externes et internes de déflagration et de démantèlement de cet État. C'est une des clés de voûte du discours de politique étrangère russe. Là, il vole en éclats complètement. La doctrine de politique étrangère russe était toujours de dire nous sommes pour la souveraineté des États, le respect de l'intégrité des frontières, contrairement aux Occidentaux qui, eux, sont interventionnistes, mènent des guerres préventives, etc. Là, évidemment, maintenant, il y a une vraie rupture, parce qu'on n'a pas seulement, je dirais, pris le contrôle de ces républiques sécessionnistes, mais on est entré assez loin dans le territoire d'un État qui est l'Ukraine, sur lequel je reviendrai. Donc, la nature est pour la Russie difficile c'est difficile à identifier comme un État. C'est très difficile d'admettre que c'est un État étranger, mais c'est quand même un État étranger. Troisième rupture, c'est celle de la confrontation, enfin l'intensité de la confrontation avec l'adversaire occidental, qui est nommé, il y a un terme qui est apparu, qui est l'Occident collectif. Collectif Zapad, pour les Russisants ici présents. Alors ça, c'est un terme très intéressant dont j'essaie de faire l'archéologie, j'essaie de retrouver l'origine, d'où est-ce qu'il est apparu, quand, etc. Je n'ai pas terminé, c'est une vraie recherche. J'ai mis mes amis et collègues linguistes aussi sur la question. Alors, l'Occident collectif, c'est clairement désigné comme l'ennemi véritable dont l'Ukraine ne serait en fait qu'un instrument. C'est-à-dire que derrière l'Ukraine, qui est l'adversaire sur le terrain, il y a un ennemi véritable qui est l'Occident collectif. Alors, l'Occident collectif, c'est bien sûr Washington, les États-Unis, l'OTAN, l'ensemble des pays occidentaux, membres de l'OTAN, plus que ça, est-ce que le Japon fait partie de l'Occident collectif, etc. Toutes sortes de questions. Mais ce terme d'Occident collectif, c'est comme la dénazification, ça fait partie du vocabulaire nouveau qui est apparu avec cette guerre et qui est même apparu un peu avant la guerre, en fait, est apparu dès l'année dernière. Alors, ça, ce sont les ruptures. Et en fait, moi, je vais surtout insister sur les continuités, parce que par tempérament, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux continuités, qui a tendance à voir les continuités, et qui a tendance à penser comme Ionesco que rien n'est nouveau sous le soleil, même quand il n'y a pas de soleil. Et d'abord, pour commencer, la guerre ne date pas d'aujourd'hui. Cette guerre en Ukraine, cette séquence commence le 24 février avec l'invasion russe, mais il y a un continuum avec la guerre de basse intensité qui était menée
dans les territoires orientaux de l'Ukraine, dans les fameuses républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lugansk. Guerre de basse intensité qui mettait aux prises les forces ukrainiennes avec les forces des républiques sécessionnistes appuyées par la Russie. Alors, cette guerre de basse intensité, c'était une séquence de 2014 qui avait suivi la révolution dite de Maïdan en Ukraine. Si c'est nécessaire, je reviendrai sur tout ça, mais je passe assez vite. Il y a un véritable continuum entre cette guerre de basse intensité et la guerre de haute intensité. Alors c'est sûr qu'on passe d'une dimension à une autre, donc il y a une vraie rupture, mais en même temps, c'est pas une guerre qui surgit nulle part. Et puis j'ai envie aussi de souligner le continuum de cette guerre en Ukraine avec les guerres russes post-soviétiques qui n'ont jamais cessé. Alors souvent on a coutume de dire dans nos médias, la chute de l'URSS, formidable, il n'y a pas eu de guerre, c'était pacifique, c'était fantastique, tout le monde était d'accord. Or, c'est totalement faux, puisqu'il y a des guerres avant la chute de l'URSS, liées au processus de déflagration de l'URSS lui-même. Ça commence en 1988-1989 avec la guerre en Karabakh, dans le Caucase. Et puis, il y en a aussi qui commencent dès la chute de l'URSS, en 91-92, en Abkhazie, donc en Géorgie, en Transnistrie, en Moldavie, des noms dont on entend parler aussi aujourd'hui à la télévision, avec le même phénomène qu'en Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire des territoires qui font cesser, des territoires minoritaires, on va dire, dans des républiques qui deviennent indépendantes, et ces territoires minoritaires font sécession pour ne pas être inclus dans l'État nouvellement indépendant. Donc c'est un mécanisme assez complexe qui est lié à la structure de l'URSS et à la décomposition de l'URSS. Et ça, ce continuum, avec ces guerres, il existe depuis 1991. Donc ça fait 31 ans qu'il y a des guerres post-soviétiques, des guerres dans lesquelles la Russie est partie prenante, plus ou moins directement, plus ou moins intensément. Elle a été partie prenante en Abkhazie dès 1992, puisqu'elle a bombardé le Sukhumi pour appuyer les Abkhazes contre les Géorgiens. Elle a appuyé en Transnistrie les forces sécessionnistes, puisque dans la République, dans le territoire de Transnistrie, qui est en Moldavie, était stationnée une très très importante division de l'armée soviétique, la 14e armée soviétique, et donc de fait était obligée de se trouver dans une situation où elle devait absolument réagir. Ensuite, il y a eu les guerres dites intérieures. Ce terme vient de mes collègues, je trouve que c'est tout à fait ça. Guerre intérieure en Tchétchénie, 94-96, puis ensuite 99-2003 environ. Et puis ensuite, il y a eu l'intervention russe en Ossétie, à l'appui de l'Ossétie contre la Géorgie à nouveau en 2008. Et puis il y a, en 2014, donc, par suite de la révolution en Ukraine et du changement de pouvoir, qui pour la Russie est un coup d'État, donc l'intervention éclair en Crimée et l'annexion de la Crimée dans la foulée, puis l'intégration de la Crimée à la Fédération de Russie. Donc en réalité, la guerre, c'est un phénomène, la guerre menée par la Russie, c'est un phénomène post-soviétique. Il y a tout un continuum, il ne faut pas l'ignorer. C'est pas parce qu'il y a une très forte intensité aujourd'hui qu'il faut complètement, je dirais, ignorer ces guerres antérieures, parce qu'elles forment comme ça un bruit de fond très important, parce que c'est très important de voir que pas soudain c'était la paix dans cet espace, tout d'un coup, la guerre est surgée, c'est pas vrai. Et je n'ai pas mentionné Bertrand, je vous regarde et je pense à vous évidemment, et au Tadjikistan, hein, évidemment, qui est quasiment en guerre depuis 1992, hein, de fait. Alors, première continuité. Autre continuité, j'ai souligné tout à l'heure la rupture de doctrine. C'est-à-dire que la Russie, c'était la défense des frontières, des États souverains, etc., contre l'interventionnisme. Bon, alors, d'accord, mais là aussi, la doctrine et la pratique, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence. Et dès 2014, cette doctrine il y a une brèche dans cette doctrine, et c'est intéressant de voir qu'elle est justifiée, en fait, du côté russe, par la double rupture occidentale sur la question de la guerre préventive, d'une part, et sur la question de l'intangibilité des frontières en Europe, qui résulte des frappes contre la Serbie en 1999, et ensuite de l'indépendance du Kosovo, la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. C'est très important de voir que ces frappes en Serbie, ces frappes de l'OTAN en Serbie, hein, je rappelle qu'elles se sont faites en dehors de tout mandat de l'ONU, etc.,
et la reconnaissance du Kosovo subséquente sont une référence absolue du discours russe de la politique étrangère depuis qu'elles ont eu lieu, et sont sans arrêt ramenées dans le discours. Alors, par Lavrov, mais là, par exemple, j'ai sous le nez le compte rendu, le discours un des discours de Poutine, celui qui était prononcé, c'est l'adresse à la télévision qui a été prononcée le 24 février au soir, donc le jour du déclenchement des opérations, que je vais citer tout à l'heure. Et là, on a à nouveau mention des frappes de l'OTAN en Serbie. Elles sont quasiment omniprésentes, quasiment citées à chaque fois. On dit voilà, c'est pas nous qui avons commencé, hein, c'est vous. Voilà. Troisième continuité importante, c'est que cette confrontation avec ce que les Russes nomment maintenant l'Occident collectif, justement, elle est pas née d'aujourd'hui, et l'acte de naissance, je dirais, de cet Occident collectif, ou de cette perception de l'Occident collectif comme hostile à la Russie, date de cette période, de 1999. Donc, en même temps, la confrontation avec l'Occident en général, les puissances occidentales, à propos de l'Ukraine, elle est bien plus ancienne que la période post-soviétique. Elle remonte à la guerre froide, à l'après-guerre froide, elle remonte aussi à la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il s'est passé des choses pendant la guerre en Ukraine, et puis elle remonte même avant, et même à la Révolution russe. Et puis, comme ça, on peut remonter comme ça, et j'en ai parlé un peu dans l'entretien que je vous ai donné pour Royaliste, pas trop en détail, mais néanmoins, l'Ukraine, ce flanc occidental de la Russie, ce confin, cette espèce de zone polono-ukrainienne qui est une zone, comment dirais-je, intermédiaire entre les terres russes et l'Europe occidentale proprement dite, un peu de flou. Alors c'est une zone où il y a, si on remonte, où il n'y a jamais eu vraiment depuis, où il y a des flottements de frontières constants. Eh bien, cette zone-là, c'est une zone de... Ça fait très très longtemps, si vous voulez, que cette zone est considérée comme une des lignes de démarcation des intérêts vitaux de la Russie. Alors, on cite souvent, je pense que vous le connaissez, le livre de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui est une sorte de livre fondamental pour comprendre la stratégie américaine. Qui dit que l'Ukraine devient, après la chute de l'URSS, un pivot géopolitique. Pourquoi ? Parce que, par son indépendance, l'Ukraine transforme la nature même de la Russie. C'est-à-dire que la Russie se voit, de par l'indépendance de l'Ukraine, contrainte de passer d'une destinée impériale à une destinée nationale, de changer de nature et de devenir, de renoncer à un empire et de devenir un État comme un autre, si on j'ose dire, un État européen comme un autre. Alors cette nature de pivot géopolitique d'Ukraine, Brzezinski, bien sûr, qui est un homme non seulement que j'estime beaucoup personnellement, mais c'est parce que c'est peut-être, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs dans la vie politique, mais c'est pour moi un des grands penseurs stratégiques américains modernes. Il avait tout à fait conscience, quand il disait ça, qu'il s'appuyait sur sa connaissance de l'histoire. Il savait bien, effectivement, que cette zone ukraino-polonaise était une zone d'où il était originaire, entre parenthèses, de Przemysl, donc il est vraiment tout près de l'Ukraine. Était pour la Russie une zone extrêmement critique, une zone de définition de ses intérêts vitaux, et ce n'est pas un hasard. Alors moi je propose une analyse, comme Brzezinski d'ailleurs, tout à fait réaliste, qui insiste sur les continuités, les permanences historiques, et en fait ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la Russie, non seulement n'a pas changé, n'est pas devenue un État européen normal, elle n'a pas renoncé à être un empire, mais elle est restée un empire, et qu'elle est restée un empire, bien sûr, pas nommément, mais elle est restée, il y a une dynamique de l'État russe, dynamique qui peut être qualifiée d'impériale. Pourquoi impériale ? Parce que ça ne fait pas référence à la notion d'empire, à la notion occidentale d'empire, mais ça fait référence à la manière dont l'État qui s'est construit, dont on vient, donc la Russie d'aujourd'hui, c'est l'héritière
d'un État qui s'est constitué au XVe, XVIe siècle, avec pour centre Moscou, et non pas Kiev. Alors ça, c'est justement un des points très importants dans le conflit, enfin disons dans les débats idéologiques et doctrinaux autour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est cette question de la Rousse de Kiev. Alors, qu'est-ce que c'est que la Rousse de Kiev? Et puis, savoir qui sont les vrais héritiers de la Rousse de Kiev. Bon. Alors, la Rousse de Kiev, c'est un État qui est né à la fin du Xe siècle, qui a duré à peu près, je crois, à la fin du XIIIe, début XIVe, qui était un État, d'ailleurs, qui a beaucoup varié dans son amplitude territoriale, dont la capitale était Kiev, qui est un État donc chrétien, qui s'est converti au christianisme en 988, et donc au christianisme byzantin, et qui est devenu, Kiev est devenu un centre intellectuel, commerçant aussi, c'est sur le Dniepr, une voie de communication, de pénétration très importante entre la mer Noire. C'est ce qui relie en fait les terres slaves de l'Est à l'extérieur, et à la civilisation, si on peut dire, à la civilisation à l'époque du Xe siècle, c'est beaucoup quand même dans le sud, Constantinople. Et donc, cette Rousse de Kiev fut un État qui ensuite a été absorbé, Rousse, donc, qui va donner Russie, mais qui va donner aussi Ruthénie, voilà, et qui va avoir plusieurs, on va dire, avatars, mais qui va complètement disparaître en tant que tel à la fin du XIVe, et qui va être dans les territoires, et l'héritage va être repris dans différentes constructions étatiques, Volhynie, Ruthénie, enfin je vous passe les détails. Et puis, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, on voit autour de Moscou se former une nouvelle dynamique étatique de réunification des terres dites russes, mais qui en fait n'ont plus tellement grand-chose à voir avec la Russie ou la Rousse, d'un point de vue territorial. Je ne vais pas vous montrer les cartes, quoi qu'il y en a, enfin, on est, si vous voulez, on est 600 km au nord-est, là, on est et donc, cette Russie nouvelle, cette Moscovie, va se constituer donc autour d'une dynamique politique, militaire, qui est celle du rassemblement des territoires sous le contrôle du grand prince de Moscou, qui est donc le chef du Kremlin de Moscou. Le Kremlin de Moscou devient le centre politique de ce nouvel État qui va devenir en 1547 officiellement un empire, mais cet empire il est importé, on importe un empire byzantin qui est tombé quelques années plus tôt, enfin à peine même pas un siècle plus tôt. On va le récupérer, et c'est intéressant, cette récupération, c'est aussi la récupération de quoi? Qui a été opéré en 1480. C'est le mariage du grand prince de Moscou précédent, Ivan III, qui pour moi joue un rôle décisif. En fait, la Russie d'aujourd'hui, elle est née sous Ivan III, je pense. Pourquoi? Parce qu'il va épouser une princesse paléologue, qui s'appelle Sophie Zoé, paléologue, et qui va devenir impératrice, enfin qui va devenir la grande princesse de Moscou, mais elle vient de la famille byzantine, impériale byzantine, et elle va amener en cadeau de mariage, si j'ose dire, un héritage biologique, mais aussi le fameux aigle à deux têtes. Vous avez vu la cérémonie du 9 mai, la télévision russe nous montrait l'aigle à deux têtes sans arrêt, etc. Cet aigle à deux têtes, il n'est ni de la Rousse de Kiev, il est byzantin. Et il a été à est et ouest. Et regarde, il était apporté par le mariage, c'est une importation byzantine. De même, la construction impériale, la construction politique impériale, théorique impériale, elle va être importée également de Byzance, et elle se concrétise avec, en 1547, le couronnement d'Ivan IV, dit le Terrible, donc à Moscou, dans la cathédrale du Kremlin. Donc le Kremlin devient également le lieu du sacre de celui qui va devenir tsar, dans un premier temps, c'est-à-dire César. Et puis le titre d'empereur impérator, c'est Pierre le Grand qui va l'adjoindre. Mais donc, Il y a une phrase importante, c'est Moskva, Thierry,
Oui, voilà. Donc, Moscou, 3e Rome, il n'y en aura pas de 4e, tout à fait, absolument, vous avez tout à fait raison. Moscou, 3e Rome, après Rome et Byzance. Bon. Et donc voilà pour la doctrine, et pour la réalité du pouvoir, si j'ose dire, c'est la constitution autour du pouvoir du grand prince de Moscou, d'un pouvoir politique et militaire centralisé, centralisateur d'ailleurs, plus que centralisé. Il vaut mieux comprendre le pouvoir russe comme étant centralisateur que centralisé. C'est une dynamique. Et je pense qu'il faut réfléchir en termes de dynamique du pouvoir et non pas d'institution. Et cette dynamique du pouvoir, centripète, elle est véritablement à l'œuvre au 15e, enfin 16e, 17e, 18e. Il est encore à l'œuvre. Et je pense que cette même dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine. Et donc c'est une guerre à la fois pour l'Empire, je vais essayer de développer un peu ça, c'est une guerre contre l'Occident collectif, et c'est une guerre pour le Kremlin, c'est-à-dire pour consolider, voire sauver le Kremlin, considéré comme toujours en état de devoir être sauvé. Donc en fait, les Ukrainiens et leurs alliés, ceux qui les lient, qui les arment, j'ai lu aujourd'hui un article intéressant qui expliquait que les États-Unis venaient de voter un budget d'aide militaire à l'Ukraine qui était équivalent à une année de budget militaire de la Russie, en 3 mois. Donc on est vraiment dans la guerre par procuration. Moi j'ai l'impression quand même, pour reciter Ionesco, si vous voulez, pour une autre que j'aime beaucoup, prenez un cercle, caressez-le et il deviendra vicieux. C'est un peu le problème de la dynamique circulaire, si on peut dire, du pouvoir en Russie, c'est-à-dire que vous êtes un peu trop approché et que là, ça turbine, vraiment. Est-ce qu'il fallait venir s'approcher si près de ce cercle, c'est-à-dire aux frontières de la Russie, pour le caresser et raviver ce que j'appelle, moi, la dynamique du kremlinocentrisme? Alors, qu'est-ce que c'est que le kremlinocentrisme? Donc, c'est un phénomène de centralisation du pouvoir autour du Kremlin, de Moscou. Alors, comment ça s'opère? Bien, c'est une constante mobilisation et remobilisation des ressources militaires, économiques, politiques et humaines en vue donc de la consolidation du territoire, de la conquête ou de la reconquête du territoire sur lequel se bâtit l'État. Dans un contexte où le territoire de la Russie, certains ont suivi mes cours à l'université, savent très bien ce que je veux dire, une extension, puis une rétraction, puis une extension, puis une rétraction, il n'y a pas de, comment dire, c'est un processus, le territoire en Russie. Bon, c'est un territoire impérial par nature. Et donc, il s'agit de maîtriser, de contrôler les territoires. Donc, dans ce processus de mobilisation des ressources, il est évidemment que la conquête et l'armée et les moyens militaires sont, sont la dynamique centrale. Et que les autres ressources sont mises au service de cette dynamique. Et lorsqu'il y a une guerre, c'est encore plus vrai. Alors, il y a effectivement les territoires, les définitions assez floues des territoires. C'est un empire dans lequel il n'y a pas vraiment, contrairement aux empires occidentaux, on va dire, ultramarins, il n'y a pas de distinction claire entre la métropole et les colonies. C'est pour ça, quand on parle de colonisation ou de décolonisation pour l'ex-URSS, je ne suis pas tellement certain que ce soit un terme très adéquat. Enfin, bon, il y a cette idée de territoire, le territoire de l'État russe, ce qui est sous notre contrôle, et puis il y a les territoires adjacents, qui se dit en russe, terme qui a été à nouveau employé par Poutine dans son discours, et qui je le dis en russe parce que je sais qu'il y a des russisants ici, donc ça fait toujours plaisir. Прилегающие к нам территории, je crois que c'est ça. Je connais pas ça. Прилегающие к нам территории. Voilà, donc les territoires adjacents, alors comment on trace les lignes, comment on trace les frontières? Territoires adjacents. Donc c'est quoi un territoire adjacent? C'est un territoire sur lequel, si la Russie n'est pas directement souveraine, elle doit exercer un droit de contrôle et elle ne doit pas être, disons, menacée. Et donc, on ne peut pas tolérer sur ces territoires adjacents une présence militaire étrangère, par exemple. Et quelqu'un qui avait très très bien compris ça, sans le dire comme moi, mais dont je me suis beaucoup inspiré, effectivement, qui est un autre Américain, qui s'appelle George Kennan, qui est
l'inventeur de la doctrine de l'endiguement, containment, qui avait lui vraiment tout à fait bien compris ce que c'était que ce que j'appelle moi le kremlinocentrisme, qu'il n'appelle pas comme ça, mais il l'avait bien compris. Et dans ses réflexions d'ailleurs écrites au moment où il était ambassadeur en Russie, en URSS, au moment du containment, enfin de la formulation de ses doctrines, mais également après la guerre froide, à la fin, dans les années 90, il a écrit ses mémoires, enfin, pas dans la fin des années 80, il a écrit ses mémoires en 3 volumes qui sont absolument, que je recommande, qui sont pour moi des textes fondamentaux de l'histoire contemporaine, et où il écrit bien ça, ce qu'il veut dire. Alors, ce processus continu, en fait, d'expansion, de rétraction, etc., ça fait naître, c'est pas seulement géopolitique, c'est aussi politique. Ça conditionne un certain nombre d'arrangements, d'organisations politiques intérieures, de régimes, etc. Ce qui fait que, en fait, c'est pour dire l'existence de la Russie en tant qu'État est consubstantielle de la forme impériale de l'État, parce qu'il n'y a pas eu d'autre État que ça. Donc le logiciel, c'est ça, si j'ose dire. Et la guerre de conquête ou de reconquête est consubstantielle à la forme empire. Donc on est là-dedans, pour reprendre une formulation très contemporaine. C'est le logiciel de la Russie. La Russie n'en a pas d'autre. Elle n'en a pas inventé d'autres. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne pourrait pas le faire, mais en tout cas, c'est véritablement ce que Brzezinski disait tout à l'heure. Je disais, Brzezinski dit, bon, maintenant, elle est obligée de se réinventer, la Russie. Elle ne peut plus être un empire. Non, elle ne s'est pas réinventée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les dirigeants russes successifs, la perte de l'empire, c'est aussi la perte de l'État, parce que l'empire, c'est l'État. Et l'empire, c'est pas forcément l'empire au sens empire avec un empereur, une monarchie ou une forme de régime, mais c'est une forme de constitution politique du pouvoir. Alors, donc il faut conserver l'empire. C'est pour ça qu'on va y venir à ça. Voilà. Donc cette guerre pour l'empire, pour l'État russe, pour la sauvegarde de la Russie, menacée, donc Poutine le 24 février commence par dire voilà, nous sommes menacés par l'Occident collectif, qui non seulement, alors je lis rapidement, donc cette invasion de l'Ukraine est une sorte de réponse en fait à cette avancée occidentale qui est caractérisée par l'avancée de l'OTAN et donc le déploiement par l'OTAN de forces militaires aux frontières de la Russie et le caractère inacceptable que cela aurait que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Alors, la tension est montée, vous vous souvenez, en avril, je crois, 2021, Zelensky, le président ukrainien, avait fait voter un amendement constitutionnel pour inscrire l'objectif OTAN pour l'Ukraine dans la Constitution. Donc ça avait quand même, on va dire, ça avait été fortement commenté en fait à Moscou. Et donc le problème, alors je vais citer le discours de Poutine du 24 février, encore une fois. Le problème, alors je le cite, je le traduis, je ne dis pas que la traduction est fantastique, mais le problème est qu'une anti-Russie, donc l'Ukraine est une anti-Russie, hostile et totalement placée sous contrôle extérieur, fortement investie et très bien équipée militairement par les pays de l'OTAN, est apparue sur des territoires qui nous sont adjacents, et je vous ferai observer sur nos territoires historiques. Alors, cette phrase, je pense qu'elle est lourde de sens. Je vais partir de cette phrase. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a l'Ukraine comme une anti-Russie. Donc, l'Ukraine n'est pas désignée, l'État ukrainien n'est pas désigné comme ennemi en tant que tel, mais c'est l'anti-Russie qu'elle est devenue, qui est un ennemi hostile, totalement placé sous contrôle extérieur. Donc l'État ukrainien, les dirigeants ukrainiens n'ont pas de légitimité en tant que tel. Donc on ne peut pas déclarer la guerre à des dirigeants qui ne sont pas légitimes, qui ne représentent pas du tout le pays. Donc en fait, c'est une guerre par procuration. C'est très très clair. Fortement investi et très bien équipé militairement, etc., est apparu sur des territoires qui nous sont adjacents. Donc là, territoire donc aux frontières. Voilà ce que ma collègue Sabine Dulin a appelé la frontière épaisse, c'est-à-dire la notion
c'est un peu extensive en matière de sécurité. Et ils zametchou, comme dit Poutine, je vais vous faire observer, sur nos territoires historiques. Et c'est là que territoires adjacents et territoires historiques, ces petites nuances, le fait de mettre dans la même phrase ces deux adjectifs, montre qu'il y a une ambiguïté sur l'objectif et on va y revenir. Alors la guerre, elle est quand même concrètement menée sur le terrain contre l'Ukraine, c'est bien les villes ukrainiennes qui sont bombardées, c'est bien le territoire de l'Ukraine qui est envahi, les populations ukrainiennes qui sont sous les bombes, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout ça est fortement édulcoré dans la presse et dans les télévisions russes, parce que les Ukrainiens sont un peuple frère, un voisin, historiquement nôtre, on ne sait pas très bien s'ils sont les frères, les cousins, enfin, plutôt les frères. Bon. Et du point de vue russe, qui est exprimé généralement par Poutine, mais par bien d'autres personnes aussi, les Ukrainiens, l'Ukraine, c'est à la fois soi, un peu prolongement de soi. Alors comment ça se fait que le prolongement de soi soit devenu une anti-Russie? Bon, le paradoxe de cette guerre, c'est qu'on mène la guerre contre un morceau de soi, mais qui est en même temps un autre, et un autre complètement. Bon. On est dans une... Alors comment exprimer ça? L'Ukraine serait une sorte de frère, mais dévoyé, détourné de sa famille, par ses mauvaises fréquentations occidentales, au point qu'il en est devenu, plus qu'un adversaire, c'est devenu un danger pour la famille. C'est vraiment la brebis galeuse. Quelle famille? C'est quoi la famille? C'est la famille, celle qui constitue l'Empire. Qu'est-ce que c'est que l'Empire? C'est la Russie, mais c'est aussi l'ensemble du peuple multiethnique de la Fédération de Russie, que M. Ramazan Abdullatipov a rebaptisé la nation russienne, ou la nation de la Fédération de Russie, qui en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple soviétique. Hein, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble des citoyens soviétiques, de l'ex-URSS, qui étaient en fait les anciens sujets de l'Empire. Toujours. Bon, voilà, c'est pas la peine de... C'est très clair, c'est très clair. Donc, c'est très clair que du point de vue du discours officiel, c'est vrai chez Poutine, c'est vrai chez Lavrov, c'est vrai chez tous les officiels russes, la guerre n'est pas menée contre l'Ukraine, elle est menée contre une Ukraine qui n'est plus elle-même, hein, qui est devenue une anti-Russie, donc c'est une Ukraine frelatée, on va dire. Bon, c'est plus l'Ukraine, il faut qu'elle redevienne elle-même, et pour redevenir elle-même, on va la bombarder, c'est l'idée. Hein. Je suis sûr que ça va, bref, on va y venir après. Et pas contre donc les Ukrainiens. Il faut ramener l'Ukraine au bercail. L'Ukraine qui n'est pas un ennemi, mais dont l'existence en tant qu'État potentiellement opposé ou hostile est considérée comme un défi pour l'existence de la Russie. Donc c'est une anti-Russie. Ça peut avoir deux sens. Je réfléchis moi-même beaucoup à comment analyser ce terme d'anti-Russie. Ça peut être une Russie alternative, c'est-à-dire que ça peut être une Russie qui serait non impériale, occidentalisée, sur le modèle européen démocratique, État-nation, je vais y revenir, et qui pourrait constituer un contre-modèle à la Russie historique, c'est-à-dire la Russie moscovite. Je vous ai parlé de la captation, du problème de la captation de l'héritage de la Rousse de Kiev. Bon, chacun revendique, la Russie de Moscou revendique d'être l'héritière de la Rousse de Kiev, et les Ukrainiens aussi revendiquent d'être la résurgence. Mais en fait, à vrai dire, la Rousse de Kiev n'existe plus, et voilà, son héritage s'est dispersé. L'héritage a été dispersé entre les différents héritiers, comme bien souvent, et il y en a beaucoup. Enfin, c'est difficile de retrouver les meubles. Hein. Bon. Chacun a gardé un peu une commode, un tiroir. Donc c'est une guerre, en fait. C'est une guerre existentielle, en réalité, si on se place du point de vue simplement russo-ukrainien, pour l'Ukraine, en tout cas pour une partie des Ukrainiens qui veulent se définir en tant que nation ukrainienne, mais aussi pour la Russie, pour ceux qui définissent la Russie en tant que pro-moscovite, en tant qu'empire. Et en fait, cette guerre existentielle, c'est la manière dont les dirigeants politiques respectifs, actuels, ukrainiens et russes, définissent les données identitaires du problème, mais la réalité identitaire des sociétés est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Je crois que j'en ai un peu touché un mot dans l'interview que vous avez peut-être lu, que je donnais à
un royaliste qui est paru, je crois, il y a un mois environ, en revenant sur cette question, pour ce qui est des Ukrainiens ou des habitants d'Ukraine, la question identitaire est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas une identité nationale ukrainienne, il y a plusieurs manières d'être ukrainien. Et surtout, il n'y a pas de coïncidence entre l'identité linguistique et une identité nationale, ce qui est un problème pour les nationalistes ukrainiens. Donc il y a les nationalistes ukrainiens qui sont très présents, qui sont une minorité très agissante et très influente, surtout en temps de guerre. Et puis il y a les Ukrainiens, les gens qui habitent en Ukraine, c'est-à-dire la nation ukrainienne telle qu'elle existe, et qui a des histoires et des récits historiques assez complexes, assez divergents, aucune tradition étatique. Alors, si vous voulez, entre l'Empire et la nation, entre l'Empire qui serait Moscou, les moscovites, comme disent les Ukrainiens, Moscow, qui est un terme un peu, même très péjoratif, hein, Moscou, et donc les Russes de Moscou, l'Empire, il a une histoire, il a un logiciel politique, crémlino-centrique, comme je vous ai dit, et il est relativement inclusif puisqu'il prône une définition non ethnique, ou plutôt supra-ethnique de la nation. Donc il y a les nations, puis il y a aussi, je veux dire, on n'est pas dans l'État-nation du tout. Hein. Mais la nation ukrainienne, elle a des histoires complexes et divergentes, aucune tradition étatique, en tout cas moderne, aucun logiciel, et en plus elle est relativement exclusive d'un point de vue culturel et linguistique, parce que l'ukrainien est une langue qui a été longtemps, je dirais, mise au second plan à l'époque soviétique, et qui fait l'objet d'une politique forte volontariste de revenir au premier plan, qui est la seule langue officielle en Ukraine depuis 2014, etc. Mais néanmoins, le russe reste quand même une langue très largement parlée en Ukraine, en tout cas dans la partie est de l'Ukraine. Alors je peux revenir, si vous voulez, sur ces questions identitaires, sur ces questions d'État-nation, sur ces questions de définition de la nation ukrainienne, de définition de la Russie comme nation. Alors la Russie, il y a des nationalistes ethniques en Russie, mais enfin, ils sont extrêmement peu nombreux. Ce que certains appellent la nation russe ou la nation russienne, plus exactement, la Ciskenat, c'est tout simplement, je dirais, la nation politique de la Fédération de Russie. Voilà. Qui est en fait la suite du peuple soviétique. Voilà. C'est-à-dire c'est tout sauf une nation, au sens où on entend nous, en Europe occidentale. On est très d'accord. Par contre, la manière dont les nationalistes ukrainiens veulent se définir comme nation, elle va chercher ses sources dans les nationalistes. Elle est très inspirée par le nationalisme allemand, par le nationalisme polonais, par l'Europe, par l'Occident. Elle se veut occidentale au sens historique du terme. Donc on est bien dans un conflit aussi d'ordre, je dirais, doctrinal et de doctrine politique. Alors, la guerre aussi, c'est une guerre contre l'Occident collectif. Alors là-dessus, je peux aussi y revenir, mais je pense que l'Ukraine est un des théâtres de ce que Carl Schmitt appelait la guerre civile mondiale. C'est-à-dire la guerre civile mondiale, c'est-à-dire les relations internationales depuis, disons, le milieu des années 20-30. En tout cas, depuis 1940, un peu à l'avant 1945, l'Ukraine est un théâtre majeur de conflits entre la Russie, dite URSS à l'époque, et les Occidents, parce qu'il y avait l'Occident allemand, puis l'Occident américano-britannique. Il faut bien voir qu'en 1943, pour les soviétiques, l'Allemagne c'est aussi l'Occident. Voilà. Et c'est toujours l'Occident. Mais et donc un Occident divisé, profondément divisé. C'est là-dessus qu'on va jouer, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un des Occidents contre l'autre, et on va changer son fusil d'épaule entre-temps. C'est dans un premier temps, on va choisir de neutraliser ou de s'appuyer, enfin de passer un pacte avec l'Allemagne pour tranquille, parce que Staline sait très bien qu'il aura du mal à tenir une éventuelle front, invasion allemande. Donc ça va être le pacte germano-soviétique. Et puis après l'invasion allemande en juin 1941, on va se tourner vers l'autre Occident pour une alliance, les États-Unis et leurs alliés. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, l'Occident est collectif.
plus d'Occident divisé ou difficile, même si la diplomatie russe a toujours tendance à vouloir essayer c'est d'ailleurs tout à fait logique d'exploiter les divisions en fait entre les États membres de l'Union européenne. Elle a tendance à mettre l'accent sur les États plutôt que sur les ensembles, mais là pour l'instant, ce qui est clair dans les discours officiels, c'est que l'Occident collectif est vu comme étant beaucoup plus important et beaucoup plus décisif. En témoigne d'ailleurs, par exemple, la manière dont le président Macron a été reçu au Kremlin en janvier 2022, juste avant l'intervention. On lui a fait comprendre qu'en fait, c'était sympa, mais enfin, bon, il ne représentait rien, ni personne. Un État dépourvu de toute souveraineté, en fait, et de marge de manœuvre et de politique. Voilà. On ne lui a pas dit ça comme ça, on reste poli, je pense. Enfin, c'était clairement le message. Bon. Alors, les Allemands, on était un peu moins froid avec eux, parce que d'abord, c'est des meilleurs clients. Bon. Mais quand même, on leur a aussi fait comprendre que, surtout de suite à la décision allemande d'annuler le Nord Stream 2, on a fait comprendre aux Allemands, vous savez, vous n'avez pas beaucoup de souveraineté non plus. Voilà. Donc l'Occident collectif. Alors, l'Occident collectif, l'adversaire, c'est l'Occident collectif. Et dans une de mes travaux universitaires, et des soutenances d'ailleurs, rien vous cacher, j'avais essayé d'expliquer au jury que je pensais que Poutine avait une lecture schmittienne du monde et ça avait déplu en fait au jury, mais en même temps ils avaient bien compris ce que je voulais dire. Moi je ne suis pas schmittien et Poutine n'a jamais lu Carl Schmitt. Mais quand on lit Carl Schmitt et qu'on voit l'action et le discours de Poutine, on est frappé par la manière dont la pensée de Schmitt, surtout la deuxième pensée, c'est-à-dire après 1945, toute cette réflexion sur ce qu'il appelait le nomos de la Terre, et profondément la manière de penser de la diplomatie russe. Alors je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas fait d'archéologie, je ne sais pas, je ne suis pas moi, contrairement à certains collègues, dans la tête de Vladimir Poutine, ni dans la tête de personne, mais en tout cas il y a eu des analogies très fortes, parce que Schmitt dit dès 1943, dans un texte très intéressant, où il dit, en fait la grande thèse de Schmitt, c'est que ce n'est pas vous qui désignez votre ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et celui qui a la décision, qui a la décision ultime, c'est celui qui désigne l'ennemi. Et dès 1943, il dit le pays qui désigne l'ennemi, à l'échelle globale maintenant, c'est les États-Unis. Voilà. Et il le désigne d'une manière bien particulière, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que désigner l'ennemi? C'est désigner ceux qui sont avec vous et ceux qui sont contre vous. Voilà. Donc de désigner les alliés et les ennemis. Et donc les États-Unis, comme tous les pays, alors autrefois, dit-il, on traçait des lignes entre le Pacifique, entre l'Atlantique. Les Portugais avaient tracé la fameuse ligne, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, on traçait des lignes pour partager les territoires. Aujourd'hui, on est dans un monde fini et on partage le monde selon des lignes qui ne sont pas forcément toujours géographiques, mais qui sont, on va dire, alors pour les États-Unis, du fait de la tradition puritaine, on va tracer des critères moraux, bien contre mal, démocratie contre dictature, monde libre contre régime totalitaire. Ces critères jouent un rôle essentiel dans la désignation de l'ennemi et dans la manière dont on va, disons, désigner l'ennemi. Néanmoins, les États-Unis ne sont pas que une puissance idéaliste, mais aussi une puissance militaire, avec des gens qui regardent des cartes. Et l'Ukraine se trouve effectivement aujourd'hui sur la ligne de tracé. Disons que le destin de ce conflit va décider du tracé de la ligne qui va séparer l'Occident collectif, si on peut dire, et un des ennemis majeurs désignés par cet Occident collectif, qui est la Russie. Alors, la Russie perçoit l'action américaine comme hostile à son égard. C'est-à-dire que dans le discours russe, la Russie, c'est les États-Unis qui ont désigné la Russie comme ennemie après la chute de l'URSS, alors que ils auraient pu le faire, ne pas le faire. Voilà. Donc, dans l'esprit, alors là, pour le coup, ce qu'on peut tirer du discours officiel russe, c'est que après la chute de l'URSS, la Russie aurait pu être intégrée dans le fameux Occident collectif. Elle avait donné des gages de l'être, elle était dans une situation de faiblesse, donc elle avait donné des gages, mais il n'a pas été intégré, et au contraire, elle a été même rejetée. Pourquoi? Alors ça, c'est un des grands, je dirais, problèmes existentiels
de l'élite politique russe et de Poutine, qui le dit presque comme ça. Alors que Moscou était disposé, y compris Poutine lui-même en 2001, il s'était précipité au téléphone pour assurer le président Bush de son soutien après les attentats du 11 septembre, et ouvrir les routes de l'Asie centrale pour l'opération antiterroriste en Afghanistan. Et pourquoi on nous a pas, pourquoi on n'a pas voulu nous, pourquoi on n'a pas voulu nous inclure, hein, remodeler l'OTAN pour nous inclure, etc. On n'a pas voulu nous, et puis on avance dans le temps, les années 2000-2010, nous on prend conscience en fait qu'on n'a jamais voulu. Voilà. Qu'il n'a jamais été question que la Russie soit incluse dans l'ensemble occidental, dans ce que le Schmitt appelait l'hémisphère occidental. Alors c'est intéressant aujourd'hui que ce soit en Ukraine que le problème se pose, parce que la ligne soit là, parce qu'il y a un continuum du théâtre ukrainien comme terrain de confrontation qui remonte aux années de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément aux années 44-45, et c'est cette période historique justement qui est au cœur du conflit mémoriel entre la Russie et l'Ukraine, qui fait intervenir la Russie, l'URSS, l'Ukraine, les Ukrainiens, les nationalistes et autres combattants, mais aussi, bien sûr, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Alors, je peux entrer dans les détails si vous voulez, mais pour donner quelques explications, mais c'est vrai que c'est autour de cette période, tous les discours, en fait, vous avez entendu les discours de Poutine, vous avez entendu sans doute le discours de Zelensky le 8 mai, ils reviennent sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai entendu Zelensky parler de radar sur glace, je ne sais pas si vous avez entendu ça, Bertrand. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment là-dessus. Il a en fait comparé au radar sur paille. On a eu c'est très très peu. Enfin, Zelensky, il est beaucoup dans l'amalgame. Il ne maîtrise pas très bien ses références historiques, contrairement à Poutine. Mais ce que j'observe, c'est qu'on va ramener la Seconde Guerre mondiale. Et du côté ukrainien comme du côté russe. Dénazification et d'un côté, et puis poursuite du combat pour l'indépendance de l'autre. C'est un nœud historiographique majeur pour les historiens du futur, et je leur souhaite bien du courage. Alors là, il y a plein d'archives soviétiques, mais américaines aussi, beaucoup d'interrogations sur la manière dont les Américains ont recyclé les réseaux et les stratégies de l'Allemagne nazie. Voilà, c'est un énorme sujet, très chaud, bouillant. Si vous voulez, je peux vous donner quelques idées. C'est très compliqué et je pense que les gens s'y sont déjà attaqués, il faudra s'y attaquer, mais c'est vraiment explosif. Voilà. Alors, enfin, je viens à mon dernier point, peut-être ce sera plus long, qui est une guerre pour le Kremlin. Comprendre cette guerre, c'est aussi comprendre que c'est la guerre le fruit d'une dynamique, qui est une dynamique que j'ai appelée kremlinocentrisme, donc un terme que j'avais inventé dans les années 2008, et puis en fait, plusieurs de mes étudiants et anciens étudiants m'ont dit « mais c'est très bien ça, tu devrais apprendre ». Alors, bon, voilà, j'essaye de réfléchir à la manière de construire ce truc. Donc, forme de régime politique centralisateur, une centralisation qui s'étend, comme je dis, à l'État, aux institutions, aux territoires, aux biens et aux personnes. Donc quelle que soit la forme politique de la Russie, empire, URSS, fédération, Russie post-soviétique, le kremlinocentrisme implique une dynamique centralisatrice et implique aussi une forme plus ou moins appuyée de patrimonialisme, excusez-moi des termes un peu pompeux. Qu'est-ce que le patrimonialisme? Eh bien, pour être très simple, c'est une forte emprise directe ou indirecte de l'État ou des dirigeants sur l'économie, du moins sur les secteurs qui sont déclarés vitaux ou stratégiques. Donc le Kremlin, entre guillemets, c'est pas seulement la forteresse, ses églises, ses palais, son administration présidentielle, mais c'est aussi un ensemble très vaste qui coiffe de grands secteurs de la société russe. C'est le sommet d'une pyramide auquel on peut rattacher environ 10 millions d'actifs sur 82 millions aussi. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour l'État,
les sujets de la fédération, les régions, les collectivités publiques, les grands groupes de l'État, ou dirigés par des proches du cercle dirigeant. Une étude allemande assez convaincante et assez bien faite donne à peu près ce chiffre. Peut-être entre 8 et 10 millions de personnes, disons, sont dans cette pyramide, si vous voulez. Alors, le Kremlin est donc un centre politique, mais qui comporte une forte composante économique qu'on pourrait baptiser le Kremlin Incorporated. Alors, cette dimension corporate, si on peut dire, du Kremlin, elle est plus que jamais centrale aujourd'hui à l'heure du capitalisme global. Et donc, le Kremlin est aussi un acteur de la globalisation économique. Le Kremlin a pour ça mis en place sous Poutine un système que je vous ai déjà exposé ici, que j'ai appelé corpocratura, c'est-à-dire une élite qui a pris les rênes des grands secteurs de l'économie et des secteurs stratégiques de l'économie, donc les hydrocarbures, bien sûr, l'énergie en général, le numérique, la tech, les transports, l'agro-industrie, une partie des banques, une partie de la finance, pas beaucoup. Alors cette corpocratura forme en fait un vaste ensemble, mais au sommet un triangle, une élite du pouvoir assez restreinte, qui ne fait pas partie formellement du pouvoir russe, mais qui en réalité est associé à la décision dans un cadre informel. Par exemple, c'est impossible de concevoir qu'une guerre d'une telle ampleur ait pu être conduite sans l'aval des principaux oligarques de cette corpocratura. Alors après, il y a différentes variantes. Je peux revenir si vous voulez, une description avec des noms précis, etc. Il y a des gens plus ou moins proches, etc., plus ou moins associés à la décision. Mais le Kremlin, c'est aussi, avec son centre, son pivot qui est Vladimir Poutine, un ensemble d'institutions formelles et non formelles, où il y a un jeu sans cesse du formel et de l'informel. Il y a une allure très formelle, voire formaliste, et il y a une réalité très informelle de la prise de décision. Donc c'est aussi inconcevable que dans un système patrimonialiste, en fait, ces oligarques restent loyaux sans être récompensés matériellement. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas concevable que la loyauté ne soit pas un minimum achetée, en fait. Au minimum, l'absence de déloyauté, si vous voulez. Voilà. Tais-toi. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit dans les dirigeantes des oligarques en Russie, ça m'intéresse beaucoup, 3 types d'attitudes. Bon, les hyper loyaux, les hyper d'allégeance à 100%, qui sont très proches du pouvoir, comme par exemple le patron de Rosneft, le patron de Gazprom, enfin bon, là on est au cœur de la machine. Ceux qui sont, disons, dans une approche prudente et discrète, hein, qui ne s'opposent pas, ou qui jouent un rôle sans nécessairement être très d'accord. Il y a beaucoup d'oligarques, notamment dans le secteur financier, qui ont commencé à jouer le jeu vraiment après les sanctions, en fait. Quand ils ont vu l'ampleur des sanctions et ce que ça avait touché, ils se sont complètement retournés, en fait, contre l'Occident. Ça, c'est intéressant, de voir comment le secteur financier a basculé très vite dans l'opposition, enfin dans la contestation. Enfin, et là, il y a quelqu'un qui joue un rôle très très important dans cette guerre économique de la Russie. Sanction contre sanction, c'est une femme, alors c'est suffisamment rare pour le signaler, qui s'appelle Nabiullina Elvira, qui est la gouverneure de la Banque centrale, la présidente de la Banque centrale, qui joue un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'elle est le lien entre, disons, la technocratie de l'État et les patrons du secteur bancaire et financier. En Russie, il y a quelques banques d'État qui sont très importantes, mais il y a aussi pas mal de sociétés financières. Enfin, la finance est quand même relativement assez largement privée, et elle dispose d'une légitimité professionnelle, on va dire, incontestable, et elle est très très appréciée par le Kremlin. Donc, en tant que telle, en tant que professionnelle. Donc elle joue un rôle essentiel, et c'est pas elle n'est pas en vacances avec Poutine, contrairement au ministre de la Défense. Hein. Voilà, alors donc, dans cette hypothèse, si vous voulez, dans cette logique,
Cette guerre pour le Kremlin, bon, il s'agit de sauver l'État russe d'un éventuel danger occidental, il s'agit de, bref, de toutes sortes de choses. Mais il s'agit peut-être aussi de mener une opération toute simple, toute simple, enfin, vieille comme le monde, hein, rien de nouveau sous le soleil, même quand il n'y a pas de soleil, de conquête, hein, un territoire, on lance la machine, bon, on va arriver comme ça, on s'arrête, ça se passe. Après tout, si on regarde l'histoire de la Russie depuis 1480, ça n'est que ça. On avance, on recule, voilà. Et les fameux territoires adjacents, qu'est-ce que c'est? Bon, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça passe la frontière? Est-ce que c'est les deux républiques Lugansk et Donetsk? Ou est-ce que ça va plus loin? Alors, si on regarde les cartes, est-ce que c'est l'ancienne Novorossie, Nouvelle-Russie, c'est-à-dire les territoires du sud-est de l'Ukraine qui sont au sud-est, au-delà du Dniepr, hein, enfin disons à l'est du Dniepr. Donc ça va, c'est la ligne de front actuelle, grosso modo, pas très loin. Est-ce que l'objectif serait d'annexer ce sud-est de l'Ukraine, plus russophone? Bon, l'objectif est-il simplement militaro-stratégique ou pas? Ou pas seulement. Alors moi je pense que, je vais me risquer, en général quand je fais des pronostics, c'est faux. Ça. Et je souhaite que ce soit faux en fait. Mais bon, voilà. Je pense que la dynamique du crédinocentrisme pousse dans le sens d'une conquête, hein, la plus large possible, dans les limites géographiques raisonnables, c'est-à-dire pas au-delà du Dniepr, et au gré des circonstances et des opportunités. Je pense que la stratégie russe, elle est très opportuniste, y compris sur le plan militaire. Contrairement à ce que pensent beaucoup de nos têtes pensantes militaires à la télévision, je ne crois pas qu'il y avait une idée de blitzkrieg au début. Je ne crois pas que l'objectif russe était de saisir comme ça des villes, centres urbains en 24 heures, etc. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut là aussi avoir en tête que les généraux qui mènent cette guerre, ils ont été formés par des stratèges très compétents dont le stratèges dont les doctrines et les théories et les scénarios sont tous, portent tous la marque des opérations de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ukraine veut dire on a déjà fait ça, on a déjà vu ça. Alors pourquoi une logique de conquête? Parce que d'abord une conquête d'une partie du territoire ukrainien renforcerait la légitimité du Kremlin actuel auprès de l'opinion. L'idée, c'est d'avoir refaire peut-être un effet Crimée comme en 2014, qui serait démultiplié. C'est assez pratique en temps de crise sociale, accrue par les sanctions, dont les effets ne sont pas encore véritablement pleins aujourd'hui, mais qui vont l'être. Ça pourrait accroître aussi l'autorité de la Russie sur la scène internationale, et notamment auprès des nouveaux alliés qui sont très importants, comme la Chine. Et puis ça pourrait aussi, renforcer le Kremlin dans sa composante corporate, c'est-à-dire dans sa composante oligarchique. La conquête, c'est aussi, en particulier du sud-est de l'Ukraine, c'est la conquête géoéconomique, en fait, de tout un tas de ressources, je vais y venir, qui pourraient être ensuite distribuées comme des trophées à nos crocodiles, qui ont toujours la gueule ouverte, hein, et qui n'ont jamais assez, comme tout bon capitaliste globalisé qu'ils sont. Alors donc, il y a beaucoup de signaux faibles qui vont dans le sens, je dirais, d'une stratégie géoéconomique de la Russie dans cette guerre. Un des signaux faibles que je vois, c'est le rôle important joué par les oligarques, qu'on donne à certains oligarques dans les négociations avec les Ukrainiens, que pour l'instant elles sont interrompues, mais il y en a eu. Et étonnamment, on a vu au premier plan monsieur, rappelez-moi son nom, Abramovich et d'autres. Tout ce monde-là, les oligarques russes et ukrainiens, c'est un monde, c'est le même monde, hein, c'est des oligarques post-soviétiques qui viennent de l'URSS, c'est un peu la même génération, plus ou moins. Ils sont tous russophones, ils se croisent beaucoup, alors tantôt à Londres, ils ont tous des biens immobiliers tout à fait confortables, je vous rassure, ça va très bien pour eux. Ils peuvent se croiser aussi parfois dans des cercles plus intellectuels ou d'influence.
il se croise aussi beaucoup en Israël, à Tel Aviv, et donc il y a un lieu de pouvoir qui, à mon avis, un des lieux de pouvoir du futur, de la future paix, hein, il y en aura forcément une. Ce sera le Sporting Club de Tel Aviv, où il y a Abramovich, Ahmed, enfin, il y a plein d'oligarques à la Moïski, enfin, oligarques russes et ukrainiens. Tout ça est un signal faible aussi. Il y a d'autres signaux faibles, c'est-à-dire les signaux faibles, c'est aussi la manière dont la Russie, je pourrais vous faire un exposé économique que je ne ferai pas, à moins que vous me le demandiez, mais la Russie a prévu toutes ces mesures, toutes ces contre-sanctions et a paré les sanctions à venir depuis 8 ans. Dans cette stratégie, on voit très bien que la stratégie en fait, géoéconomique, c'est celle de la puissance, enfin de faire de la Russie une puissance globale des matières premières, ce qu'un observateur anglais appelle Full Spectrum Commodity Superpower, une très bonne expression je trouve, une puissance basée sur les ressources minières, énergétiques, industrielles, sur l'exploitation maximale des dividendes naturels, ce que j'ai appelé donc les ressources naturelles, les territoires, mais aussi les flux sur ces territoires, les flux transport, numérique aussi. Donc ce que j'ai baptisé moi l'empire des ressources naturelles, qui est aussi un empire de la rente. Et cette rente, la nature rentière de cette économie de la ressource naturelle, ça entretient la forme patrimonialiste du système politique, le créminocentrisme. Et au fond, quand on regarde, j'ai relu récemment un essai d'un maître américain qui s'appelle Richard Pipes, un grand historien de la Russie américain. Bon, il y a tout un chapitre que j'avais jamais vraiment lu, enfin j'avais regardé comme ça, mais moi je n'avais pas lu, sur la manière dont s'est déroulée la conquête de la Sibérie et quelles avaient été les conséquences. Là, on voit qu'effectivement, en Sibérie, la Russie se constitue une base de matières premières, une rente en fait. Et on est dans une logique de rente déjà à l'époque, crémlinocentrée et rentière. Alors, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre la main sur l'est de l'Ukraine, ou une partie de l'est de l'Ukraine? Ça voudrait dire, évidemment, d'abord reconstituer certaines chaînes de production interrompues par la chute de l'URSS, ou endommagées par la chute de l'URSS, dans les hydrocarbures, évidemment aussi mieux contrôler le gazoduc qui va vers l'Europe, mais aussi la sidérurgie, pour le Donbass, c'est au lieu de la sidérurgie, le complexe militaro-industriel, très important. Là, je signale un article qui n'a pas paru dans un livre, qui est paru sur Internet, si ça intéresse les gens, je vous dis. L'aviation à la Cantonov. Alors, de Philippe Migaud. Non, c'est celui-là. Ah oui, l'aviation, bien sûr. L'aéronautique, bien sûr, j'allais le dire. Mais il y a un article de mon collègue Philippe Migaud, MIGAULT, qui est un spécialiste d'armement, qui a écrit un gros article sur ces questions-là, en essayant de montrer comment il y avait, quels étaient les intérêts russes en Ukraine, du point de vue du complexe militaro-industriel. Lui, il connaît vraiment ce sujet, je vous y renvoie avec des détails, mais aussi les terres agricoles, et tout le secteur agro-industriel qui est devenu un secteur prioritaire pour la Russie, et un secteur dans lequel, s'il y a bien un secteur où il y a un succès, une success story, comme on dit, des années 2000-2010 pour la Russie, c'est l'agriculture et la production agro-industrielle. Et là aussi, on a un exemple énorme et frappant de voir comment les sanctions occidentales ont boosté le complexe agro-industriel russe réellement, ce qui devrait donner nos stratèges à nous, nos politiques, devraient réfléchir à ça, devraient voir que les sanctions, en fait, ça peut aussi booster dans certains domaines. Pas tout, mais ça peut booster. Alors, je note pour finir et pour appuyer, en fait, appuyer cette idée que la dimension économique est très importante et à suivre dans la continuation de la guerre, et que l'après-guerre sera peut-être une grande bataille d'oligarques russes, ukrainiens et peut-être aussi occidentaux et aussi chinois, parce que la Chine est aussi très présente en Ukraine. Dans le discours de Poutine, cette fois-ci du 21 février, donc le discours il a fait 2 discours en fait, adressés à la population, télévisés, avant la guerre, si vous voulez, c'est le 21 février, le soir de la reconnaissance officielle des 2 républiques, et puis le 24 février, le soir de l'entrée en guerre, enfin, l'entrée en opération spéciale, si on peut dire.
Et dans ce discours du 21 février, il a fait un vrai cours d'histoire. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous y renvoie, c'est traduit en anglais sur le site du Kremlin. Très bien fait le site du Kremlin. Et il a beaucoup insisté sur la question économique à la fin. Et il a dit par exemple, depuis 2014, en fait, l'Ukraine, post-Maïdan, a bazardé l'économie. Donc l'économie ukrainienne s'est effondrée, ce qui est vrai. En fait, bon, évidemment, Poutine amplifie considérablement à mon sens, mais c'est vrai. Antonov, il en parle, hein, le fameux conglomérat Antonov, qui depuis 2016 n'a pas produit un seul avion. Je cite le discours de Poutine. Yuzhmash, donc, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la production de missiles, qui est au bord de la fabrique, de même que l'usine sidérurgique de Kremenchuk, la plus grande usine sidérurgique de l'URSS, une des plus grandes. On peut continuer la liste, malheureusement. En ce qui concerne le système de transport du gaz, que toute l'Union soviétique avait mis en place, eh bien, elle est dans un état d'exploitation qui comporte de nombreux risques technologiques et écologiques. Tout cela se résume à peu de mots: pauvreté, situation sans issue, perte du potentiel technologique, industriel, énergétique et intellectuel du pays, alors que le pays a fait le choix de la civilisation occidentale, par exemple, une civilisation de Weber, je ne sais pas comment traduire ça, enfin, fait le choix de l'Occident, si on peut dire. Et donc, ce choix, eh bien, il se paye par des années pour des millions de gens, par des années de régression économique. Et là, donc, il va citer à nouveau les chantiers énergétiques. Enfin, et donc, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans un discours qui parle du 21 février, l'Ukraine n'était pas encore envahie, on était dans le Donbass. Là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ces naftogaz, ukrainiens, les chemins de fer ukrainiens, Ukrbaronprom, ça c'est le complexe militaro-industriel de l'Ukraine, la poste, l'administration des ports, tout ça, qui ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien qui marche, je suis très bien. Mais bon, d'accord, mais voilà, on a compris après ce que ça voulait dire. Bon, voilà. Alors, je m'arrête là parce que j'étais trop long, comme d'habitude, et je vous laisse le choix des questions. Vous avez vu, j'ai abordé tout un tas de questions internes, externes, ukrainiennes, et je suis prêt à répondre à toutes les questions dans les limites de mes compétences, évidemment. Merci Jean-Robert. Donc le débat est ouvert. Je t'en prie, Philippe, oui. Oui, je voudrais aborder trois choses. La première, c'est que Philippe Migaud il a publié une carte de toutes les villes ou régions où en 2014 il y a eu des drapeaux russes qui ont été hissés sur des bâtiments officiels. Oui. Et il montre que, si on peut dire, que de Kharkov à Odessa, il y aurait potentiellement des velléités de conquête russe. La partie la plus russophone de l'Ukraine, de l'Est et du Sud-Est, si on peut dire d'Odessa à Kharkov. Et autre chose, je voudrais évoquer quelque chose de plus ancien. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous allez me confirmer ou m'infirmer, des diplomates du temps de Gorbatchev auraient dit aux Américains nous allons vous faire, paraît-il, hein, sous réserve que vous me confirmiez ou m'infirmiez, nous allons vous faire le pire des cadeaux ou vous priver d'un ennemi. Et ça, cette réflexion, ça entre en résonance avec un livre de Thomas Rabino sur De la guerre en Amérique, selon lequel il explique que les Américains, ils ont besoin d'un ennemi. Et là, en disant ça, les diplomates soviétiques du temps de Gorbatchev, je présume, ils auraient rendu un très mauvais service aux États-Unis en leur privant en principe d'un ennemi, à la mesure où, en s'effondrant l'Union soviétique, avec la glasnost, perestroïka, l'Union soviétique se disloquait ou devenait un État, entre guillemets, normal, si je puis dire. Et ensuite, un dernier aspect des choses, et que je pense, la lecture du livre de l'historien qu'on a reçu, comment il s'appelle, sur la nation, une histoire mondiale de la nation.
Ah oui. On l'a reçu fidèle. Et dans son livre, d'ailleurs je l'ai lu récemment, je peux le citer à peu près, page 350, il dit « Le sentiment national, le nationalisme ukrainien est en route, il va se traduire, à peu près, pas exactement le mais à peu près, il va se traduire par une partition du pays et une purification nationale. » Un livre qui est écrit il y a 1 an, 2 ans, et ça me paraît presque révélateur de la crise actuelle ukrainienne, Oui. du sentiment national ukrainien qui existe, qui a été manifestement sous-estimé par le pouvoir russe. Oui. Voilà 3 aspects que je voulais aborder. Très bien, merci Philippe. C'est des remarques et des questions en fait. Alors donc je vous renvoie à l'article de Philippe Migaud et à fait en général, c'est un bon observateur des questions russes, des questions militaires. Alors effectivement, ça m'avait échappé cette carte. C'est une bonne idée de faire une carte. En 2014, donc, le pouvoir a changé à Kiev suite à une révolution donc intervenue à Kiev qui a mis au pouvoir un régime, disons, jusqu'à 2014, le président, le pouvoir était tenu par une élite plutôt de l'Est de l'Ukraine, plutôt russophone, ce qui ne veut pas dire pro-russe d'ailleurs. Et puis le pouvoir a basculé donc, entre les mains d'une coalition occidentaliste, on va dire, et assez proche des nationalistes ukrainiens, et avec pour l'objectif de faire de l'Ukraine un pays occidental, européen, Union européenne, bien sûr, un pays Union européen, pas européen, mais déjà européen, et otanien. Sur à quoi, bien sûr, Moscou est opposé, il y a une révolution, et suite à ce changement de pouvoir, par la force, il y a eu de la violence politique, maintenant j'essaie de rester le plus équidistant possible, une partie des régions ukrainiennes ont réagi positivement et d'autres négativement. Effectivement, il y a pas mal de régions dans lesquelles on a hissé des drapeaux russes, enfin disons, on était contre ce changement de pouvoir, à Kiev, Odessa, Kharkov, donc tout le sud-est. C'est en gros l'Ukraine des bords de la mer Noire, l'ancienne Nouvelle-Russie en fait, et puis l'est du pays. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça c'est... Alors 2014, on hisse des drapeaux russes. Alors moi j'ai envie de dire quand même qu'en 2022, les bombes sont tombées sur la tête des gens. Ça change. Ça change un peu la perspective. Alors, de même, il se trouve que j'ai deux correspondants, si on peut dire, enfin un ami et puis son cousin. Donc j'ai un très bon ami, très ancien qui habite en Crimée, à Sébastopol, qui est russe, mais qui a longtemps été donc, à Sébastopol, qui était russe, mais tout en étant en Ukraine. Enfin, c'est un peu particulier, Sébastopol. Et un de ses cousins habitait à Odessa et il mariait une ukrainienne et qui était plutôt pro-révolution, pro-Maïdan, mais modérément. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'aujourd'hui, la situation est compliquée à Odessa parce que il y a quand même une grande partie des gens qui restent pro-russes malgré tout, ou qui pourraient se réjouir d'une prise de contrôle par la Russie, mais ils ne veulent pas trop sortir, manifester leur joie. Par exemple, ce qui s'est passé à Kherson, qui est prise par les Russes depuis plus d'1 mois. On a vu assez peu de manifestations publiques d'enthousiasme à l'égard de la prise de la ville. Donc on a pu en déduire, alors certains ici, aux États-Unis ou au côté occidental, aux Ukrainiens, des accents triomphalistes en disant oui, ça veut dire que... Bon. Alors ça veut dire peut-être que la ville a été peu bombardée quand même. Donc, ça veut dire que les gens sont en fait... Qu'est-ce que me dit cet ami? Il me dit, mais tu sais, les gens, comme en Crimée ici, personne ne se manifestait avant que ce soit fini. Donc quand il y a la guerre, on ne sait pas qui va gagner. On attend. On ne va pas montrer son nez. La plupart des gens ne vont pas prendre parti publiquement avant de savoir de quel côté ça va basculer. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Et il suffit de lire la littérature française. Je sais pas, je pense à Marcel Aimé. Enfin, je sais pas, il y a vraiment... Tout est là, quoi. Bon.
En même temps, les gens à Kharkov, par exemple, ont pris des bombes, beaucoup de bombes, hein, les civils, etc. Moi, je ne suis pas tellement sûr qu'on va accueillir les Russes à bras ouverts du tout. Disons qu'il y a un potentiel, mais ce potentiel, en 2014, c'était vrai, en 2022, c'est plus vrai. Parce qu'il s'est passé des choses entre 2014 et 2022 aussi. Bon, certes, l'Ukraine est un marasme économique, mais pas uniquement. Il y a aussi des gens qui en ont profité, des gens, enfin bon, les situations sont plus complexes que ça. Alors, je vais parler de votre troisième question, puis après je reviendrai à la deuxième. Sur le sentiment national ukrainien, la partition du pays, oui, peut-être, mais le sentiment national ukrainien, il est très très fort et il est très inégal selon les régions. Et puis surtout, il n'y a pas un sentiment national ukrainien, il y en a plusieurs, il y a différents types de sentiments national ukrainiens, me semble-t-il. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine, mais je suis entouré de spécialistes de l'Ukraine. Et effectivement, il y a plusieurs répertoires, en fait. Il y a l'hypernationalisme ethnique, traditionnel, qui vient de bandérisme, qui vient de l'Ouest, de la Galicie, etc. Et puis, il y a aussi une forme de sentiment national ukrainien qui n'est pas forcément nationaliste dans ce sens-là, donc ce n'est pas dans le répertoire traditionnel du nationalisme ukrainien, historique, si vous voulez, mais qui est disons plutôt une satisfaction d'appartenir à l'Ukraine, qui peut aussi être partagée par les russophones. Voilà. Donc le clivage russophone égale il n'y a pas russophone égale pro-russe. Ça c'est pas possible. Enfin, c'est faux. Voilà, c'est une réalité fausse. Enfin, c'est une. Voilà. Mais dans l'esprit russe, et notamment les dirigeants, il y a un peu ça dans leur tête. Alors, vous mettez le doigt sur une question très importante et très intéressante sur laquelle je voudrais enquêter, en fait, un petit peu, quand je pourrais aller en Russie. C'est ça, c'est comment on regarde l'Ukraine du point de vue des dirigeants russes et du milieu politico-décisionnaire à Moscou. Et il me semble qu'en 2004, déjà avec la révolution orange, on n'avait absolument pas anticipé cette révolution orange. Et il y avait cette idée que l'Ukraine, c'était une espèce de prolongement de la Russie. Voilà, c'est un bras, je sais pas, une excroissance. Voilà, c'est une prolongation de la Russie. Elle n'a pas vraiment une identité très. C'est des Russes c'est un peu la Belgique. Hein. Les Wallons. Comment? Non, mais je sais pas, j'essaie de. Il y a un petit côté comme ça chez les Français à l'égard des Belges. Hein, les Suisses romands aussi, ils sont pas. Bon, ils sont suisses, mais enfin, bref. Alors heureusement, la France n'est pas en train de bombarder Charleroi, mais c'est une vraie question de savoir comment on regarde l'Ukraine et on traite du sujet Ukraine dans les ministères, dans l'administration judiciaire, voilà. Alors moi, je vais faire toute une série d'entretiens avec des tas de gens là-dessus, posant cette question. J'ai déjà quelques idées, parce que j'ai déjà fait des entretiens. Je connais déjà un certain nombre de gens. Et je pensais, peut-être naïvement, que la révolution orange, en 2004, avait sonné les cloches des Russes. En disant, attendez là, il se passe un truc qu'on n'avait absolument pas prévu. Il faudra peut-être qu'on s'y intéresse. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont au courant, mais ça reste vrai, cette idée, vous voyez, c'est un peu comme chez nous, etc. Et puis maintenant, c'est devenu, parce que c'est vraiment, finalement, on a pris conscience de l'étrangeté, en fait, en quelque sorte, parce qu'il y a cette radicalité ukrainienne qui dit on veut se débarrasser de la Russie, on ne veut plus vous voir, plus votre gaz, plus vous voir, plus votre langue, plus votre culture, on veut le faire voir ailleurs. Et cette radicalité, elle est montrée, c'est devenu l'ennemi. C'est l'anti-Russie. Voilà. Et cette radicalité, elle fait, comment dirais-je, ressortir tout d'un coup un choc. Mais quoi? Mais c'est inacceptable. Hein, parce que c'est pas vrai. Bon, voilà, donc il y a un problème d'évaluation, il y a un problème d'analyse, il y a un problème de bonne distanciation de l'Ukraine par rapport à la Russie, au territoire adjacent, impérial. Le sens même du mot Ukraine que j'ai entendu. Exactement, je voulais y venir d'ailleurs, c'est très important. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Krai, c'est la région, le pays, etc. Et où, c'est à côté. Où c'est la bordure. C'est le pays de la bordure. C'est la bordurie. Pas celle de Tintin.
C'est ça. Il faut pas- Non mais si, c'est bordurier. Comment dit-on un Ukrainien en russe? On dit Malarassi. Alors, Il y a Madame Sillet, alors c'est le petit oui, russien, le petit le grand russien. russien. le grand Voilà. russien. Alors ça, Alors c'était ça avant aussi. 17. Oui, oui, mais quand même, Oui, oui. c'est des racines très profondes. Bien sûr, bien sûr. Oui, Bien sûr. Une incise, on a retrouvé, me semble-t-il, ce mot-là sous forme de krajina en Yougoslavie. Ouais, mais c'est Kraj, c'est Ah, le, c'est c'est le la- pays. C'est une question. Kraj, c'est le pays, c'est le territoire. Voilà, c'est un Et c'est territoire. aussi le bord. La marche. Alors Krajina, Oui, c'est on des est enclaves. Voilà, Krajina, c'est des pays différents dans un ensemble. Ukraina, c'est pas Krajina, c'est, comme vous disiez très justement, c'est au bord de, c'est un territoire du bord, c'est un confin, quoi. C'est la confinie ou la borderie. Alors, est-ce que ce confin, c'est un territoire adjacent K nam prilegaющий. Alors, est-ce que vous dire, alors le russe, là pour le coup, c'est très difficile. Il faut vraiment passer par le russe pour comprendre ça. K nam prilegaющий, значит, к нам. Oui, qui sont. Alors, est-ce que ça nous est adjacent, c'est-à-dire ça nous appartient ou pas? Il y a Oui, une c'est ambiguïté ça, dans le c'est ça. terme même de K nam C'est la prilegaющий. borderie, quoi. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui a vocation. Bon, c'est nous, c'est pas nous. Oui. Il y a aussi une expression. Territoire Voilà. adjacent. Alors, mon ami très cher, Sergei, dont je vous parlais tout à l'heure, de Sébastopol, me disait qui est quelqu'un qui est le père, un très haut gradé de l'armée soviétique, donc, là, donc, qui a grandi dans le milieu militaire soviétique, bref, qui lui-même n'est pas un militaire, mais me disait en fait ce qui énerve les gens en Crimée, parce que je fais beaucoup parler sur la manière dont la Crimée est devenue russe, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences, comment les gens ont vécu ça. Et comme j'ai des étudiants qui faisaient des mémoires sur ces sujets-là, je l'ai aussi mis à contribution. Il a donné plusieurs entretiens à mes étudiants, etc. Il s'est prêté au jeu par visio, on peut tout faire. Et il me dit, tu sais, il y en a ras-le-bol, enfin, les gens en ont marre de cet esprit grand russien, c'est-à-dire moscovite, c'est-à-dire impérial, et de la capitale qui vient nous dire ce qui est bon pour nous, etc. Ça nous énerve même nous, même moi qui suis russe, lui d'origine, enfin ses ancêtres sont Saint-Pétersbourg, ça nous énerve ce côté-là. Alors t'imagines un peu les Ukrainiens comme ça les énerve encore plus. Voilà. Et, mais encore une fois, le kremlinocentrisme veut dire, voilà, cette logique où tout, enfin la circulation, ça va du centre vers la périphérie et ça revient vers le centre, mais il n'y a pas forcément tout ce qui est pris à la périphérie est recyclé vers le centre, ce qui fait que le kremlinocentrisme, encore une fois, explique pourquoi il n'y a pas une véritable évaluation objective de la situation dans les territoires. Sauf quand vraiment ça peut être grave, comme en Tchétchénie, en plus c'est des musulmans, donc il faut faire attention, comme en Asie centrale, parce que là il y a une extranéité civilisationnelle qui pousse. Et là les Ukrainiens ne sont même pas considérés comme des étrangers. Comme disait une dame l'autre jour à Moscou, dans un métro-trottoir que je regardais, это все-таки наши люди. C'est nous, c'est nos gens, c'est à nous, quoi. C'est nous, c'est notre pays. Voilà, alors l'autre question sur Arbatov, parce qu'il s'agit d'Arbatov, donc c'est une citation qui a été c'est une phrase qui a été prononcée par Alexandre Arbatov, qui était un des, je ne sais plus quelle position, un diplomate soviétique, en fait, Guerre, vous avez raison, en 1988 ou 89, à la suite du discours de Gorbatchev à l'ONU le 9 décembre 88. Il y a un discours très très important, souvenez du cours, où Gorbatchev annonce en fait qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, enfin que l'URSS renonce à priver ou à limiter la souveraineté des États du pacte de Varsovie. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et donc il y a un diplomate, un journaliste américain qui demandait à un autre diplomate soviétique, Vadim Zagladin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la doctrine quoi? Alors, avant c'était la doctrine Brejnev, maintenant c'est la doctrine quoi? Il avait dit maintenant c'est la doctrine Sinatra. My way. Bon. Là, il y a une autre citation célèbre, celle de Arbatov, qui a dit dans un colloque, je crois, en 89, à des Américains, alors, je ne sais plus à qui il a dit ça exactement, nous allons faire une chose terrible, nous allons vous priver d'ennemis. Voilà. Alors effectivement, ça
dénote une très bonne connaissance de la mentalité américaine ou de la culture américaine, culture stratégique, politique américaine. Et en Russie, d'excellents spécialistes des États-Unis, à l'Institut des États-Unis du Canada, de l'Académie des sciences, des collègues absolument brillantissimes, qui sont d'excellents connaisseurs. Et souvent, moi j'ai lu des articles sur les États-Unis qui sont très éclairants, en russe évidemment, qui sont assez peu lus en dehors du monde russe, mais qui sont vraiment extrêmement brillants et intéressants. Nous avons compris l'ennemi, donc ça veut dire l'URSS ne sera plus un ennemi. Donc voilà, vous allez vous construire contre quoi? L'esprit schmittien, il faut un ennemi. Voilà. Il faut un ennemi pas seulement pour les États-Unis. Pour toute grande puissance, on se construit contre un ennemi. La Chine elle se construit aussi contre les États-Unis, la Russie se construit contre les États-Unis, etc. Enfin, c'est pas propre aux États-Unis. Ce qui est propre aux États-Unis, c'est la manière de définir cet ennemi, je pense, les critères qu'on emploie. C'est pas seulement un rival sur un territoire, au sens classique du terme, ça peut être un ennemi plus existentiel, des rivalités plus lointaines, et puis les États-Unis sont en situation d'hégémonie globale, en fait. Alors là-dessus, je pense que Arbatov traduisait l'esprit de l'élite dirigeante soviétique en 89, en tout cas de ceux qui étaient proches de Gorbatchev. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord, qui trouvaient que c'était un suicide, et c'est pas eux qui décidaient, mais ils n'étaient pas contents. Ils étaient nombreux. Ceux-là, ils sont réapparus en 99, 2000, ils sont montés à la surface. Mais c'était l'idée d'en finir avec cette rivalité de la guerre froide qui a bouffé l'URSS, et de faire la paix, de dire on va se... Voilà, Poutine, aujourd'hui, il regarde ça et dit c'est une soumission. Là, on s'est soumis, on s'est couché. Et on s'est couché parce qu'on était en situation de faiblesse. Et pourquoi on était en situation de faiblesse? Parce qu'il y avait ce foutu régime soviétique et cette foutue économie communiste qui nous a affaiblis. C'est ça que Poutine pense. Contrairement à ce que, quand j'entends certains commentateurs dire que Poutine veut rétablir le système soviétique, Poutine est un des plus grands anti-soviétiques. Comment? Il l'a dit lui-même, pas qu'il nous rétablir lui. Ah non, mais il l'a dit et redit. Mais bon, n'empêche que j'entends des gens parfois, et même des collègues, sortir, regardez la place rouge, la guerre, le drapeau rouge, c'est l'URSS. Enfin, c'est consternant. Il suffit quand même de lire, commencer par lire et écouter ce que les gens disent. Bon. Donc, on s'est soumis, on s'est couché parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, on se relève. Voilà, on se relève et maintenant, on frappe. Voilà. Est-ce que frapper un voisin, frère, c'est une bonne manière de faire fructifier sa puissance? L'avenir nous dira. Personnellement, je suis assez sceptique. Gogol était ukrainien. Gogol était ukrainien. Il a écrit en russe. Et il disait, je ne sais pas moi-même qui je suis, si je suis un Kharkov. Alors, Kharkov, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui a Kharkov, alors le Kharkov, c'est la houppette des Cosaques, des Zaporog. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau de Répine, quel Cosaque, Zaporog, avait le crâne comme les Mongols, enfin, ils avaient retenu l'héritage mongol. Ils étaient rasés, ils se rasaient la tête, puis gardaient un touffe, là. C'est le Kharkov. Et dans le jargon, dans l'argot russe, les Ukrainiens, on les appelle Kharkovi. Ça veut dire quoi? C'est des houpettes. Voilà. C'est les Russiens, quoi. Les petits Russiens sont petits. C'est comme de dire les macaronis, quoi. Enfin, c'est pas méchant. Donc il y a les Kharkovi d'un côté, donc ça c'est les Russes qui parlent des Ukrainiens, et les Moscow de l'autre, c'est les Ukrainiens qui parlent des Russes, comme des Moscou. Je sais pas comment traduire ça. Les Moscovites? Oui, les Moscovites, mais c'est mais avec un côté péjoratif. Donc, j'avais deux remarques à faire. Oui. Pour moi, je sais pas. Je trouve que alors je sais pas si c'est le discours de Poutine ou du Kremlin tel que vous l'entendez. Je trouve que c'est quand même assez psychotique comme comportement. Et puis l'autre, c'est un peu mon expérience vécue, je dirais, parmi des Ukrainiens, et en particulier des Ukrainiens qui étaient à Tchernobyl, qui ont vécu Tchernobyl, dans les classes dirigeantes. Et
je dirais, depuis, je sais pas, 20 ans, 25 ans, quand ils parlent des Russes, il y a une rancune parce qu'ils, pour eux, Tchernobyl, le drame de Tchernobyl, ceux qui l'ont vécu, qui étaient à Tchernobyl, avec quelques anecdotes d'ailleurs assez marrantes, qui peuvent raconter à certains moments, mais ont vraiment une haine des Russes. Ils n'en veulent plus. Et pour eux, le malheur de l'Ukraine depuis, pas 30, 40, 50 ans, depuis la dernière guerre, c'est le régime russe qui les a foutus dans la merde. Alors qu'ils avaient... Les mascarades. Ouais, je sais pas comment... C'était tout un ensemble de leçons qui tiennent. Ils disent que si on n'avait pas eu les Russes, on ne serait pas dans la merde. Et aujourd'hui, on est beaucoup mieux qu'on l'était avant. Et en particulier, cette personne, dont le mari est français et s'occupe du gaz, a travaillé la personne dont vous parlez, c'est une Ukrainienne. C'est une Ukrainienne qui avait une quinzaine d'années au moment du drame de Tchernobyl. Mon frère était dirigeant, un des dirigeants élus, et qui me racontait un truc tragique pour elle, pour sa famille, c'est que son père, vu son poste, a été manifesté quelques jours après le drame de Tchernobyl. Je ne sais plus quelle fête. Et elle me dit, c'est resté dans la famille, parce que mon père avait pris sa nouvelle paire de chaussures. C'était le 9 mai, hein, c'était parce que je sais plus. La catastrophe est venue le 26 avril. Donc, voilà. Et elle me dit, quand il est rentré de son défilé, où il était au premier rang, comme on était privilégié, on avait un compteur Gégère, et que quand on a touché les chaussures, ça a explosé. Elle me dit, mon père était outré d'être obligé de balancer ses chaussures. C'est assez connu, ça, aux Russes d'avoir caché le drame, parce qu'il y avait encore des enfants, il y avait des trucs. Il fallait que le 9 mai se tienne. Voilà. Là-dessus, elle le dit. Ça. Et en dehors de ça, ils ont vraiment, je dirais, des fois ça me fait penser un peu à la rivalité française entre, pendant longtemps, les Parisiens, les classes dirigeantes parisiennes, et puis, je sais pas, l'Ardèche, la Lozère, ou les gens qui étaient la Brousse, qu'on a quand même beaucoup méprisé pendant longtemps, et qu'on a utilisé pour les basses. Et c'est vrai que les Ukrainiens, ils en parlent dans des soirées, ils parlent quand même que l'Ukraine, depuis 2014, même depuis la révolution orange en 2004, c'est quand même redressé, les gens ont beaucoup progressé, et s'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment le régime russe, quoi. C'est ce qu'ils disent. Hein. Alors c'est quand même des classes dirigeantes. Hein. Voilà. Oui, alors c'est des classes dirigeantes, effectivement, qui sont méprisées par les Russes. Parce qu'en plus, eux-mêmes pensent que les Russes sont des fous. Quoi. Et les peuples russes aussi, oui, c'est pas plutôt du régime, de la politique. Ouais, je sais pas, c'est difficile, mais ils parlent du régime, mais aussi des Russes. Hein. Ils s'en donnent pas très bien. Et là, c'est vraiment, je dirais, un Français et une Ukrainienne. Et elle vient de Tchernobyl, cette femme. Pardon, elle est de Tchernobyl. Son père était... alors, j'ai jamais compris s'il était le maire ou le premier adjoint ou un truc comme ça. Donc, ils étaient vraiment au cœur du problème. Voilà, il raconte des anecdotes. Moi, j'ai une interprétation là-dessus, mais qui est la mienne, mais vous les son mari, donc, un ingénieur, c'est un ingénieur des il s'est occupé du gaz pendant 20-25 ans. Voilà. Donc, il parle aussi des anecdotes du contrôle du gaz, du truc, il dit c'est bien un terre de passoire. Oui, entre autres. Donc, sur Tchernobyl, moi j'ai fait ma thèse il y a très longtemps d'ailleurs, mais il y avait des questions nationales à la fin de l'URSS, et ce qui m'avait beaucoup frappé dans la manière dont les nationalistes ukrainiens, enfin en Ukraine, la catastrophe de Tchernobyl a déclenché un mouvement, on va dire, écologique très puissant, qui allait bien au-delà de l'écologie proprement dite, qui a réanimé, on va dire, une fibre nationale. Et un des arguments, c'était de dire que la catastrophe de Tchernobyl et toutes les autres catastrophes écologiques qu'il y avait en URSS, et en Ukraine en particulier, c'est le résultat je cite, du colonialisme industriel soviétique. Donc c'est-à-dire en fait que la responsabilité c'était l'Union soviétique, Moscou, les dirigeants, le système. Voilà. Donc ça renvoie au notre hémiocentrisme. On accuse l'État qui siège là-bas. Donc c'est en Russie la capitale, et donc c'est les Russes qui sont majoritaires dans les instances de décision. Donc il y a ce renvoi aux Russes, effectivement, puis dans le discours de votre amie, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Alors il y a peut-être un facteur local aussi qui peut intervenir dans son cas, c'est la grandi à Tchernobyl, et si son père était dans les élites politiques, dirigeantes, maires, etc., élus, vous m'avez dit, c'est que dans des villes mono-industrielles en général en URSS, au Kazakhstan, mais aussi en Ukraine un peu moins, mais quand même pas mal, il y avait une situation assez particulière qui était
surtout qui était très sensible dans les villes moyennes et petites, c'est qu'en général, dans les instances politiques du parti, on mettait des gens locaux de la nationalité, on va dire, des Kazakhs, des Ukrainiens, des Géorgiens, ce que vous voulez. Mais sur les sites industriels, c'était sous contrôle de l'État fédéral, de l'URSS, hein. Et souvent, c'était des gens venus d'ailleurs, souvent des Russes, ou des gens venus de l'URSS, des Allemands, des Juifs, si vous voulez, mais russophones, et soviétiques. Voilà. Bon, soviétiques. Pas des gens du cru. Pas des gens du cru et pas des Ukrainiens. On évitait de mettre des locaux. Voilà. Donc par exemple, ce qui s'est produit au Kazakhstan, mais ça s'est produit un peu en Ukraine, moins dans mesure, c'est que dans les villes du nord du Kazakhstan, vous aviez une situation assez particulière, où toute l'élite économique, tout ce qui faisait tourner la machine, c'était des Russes, et tous les gens qui étaient dans les administrations, c'était des Kazakhs. Kyrgyzstan aussi. Kyrgyzstan, pareil. Kyrgyzstan, en plus, il y avait beaucoup de minorités au Kyrgyzstan. Les Allemands, les Coréens, qui étaient plutôt du côté. Les minorités, toujours du côté. Dans les républiques nationales, les minorités avaient tendance à se coller aux Russes. Bah ouais. Les Tatars, en Asie centrale, étaient toujours du côté des Russes, etc. Alors donc, ça je comprends très très bien, et ça m'intéresserait d'en savoir plus. Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette rivalité, on peut dire, enfin, cet énervement vis-à-vis des gens parachutés par Moscou, si on peut dire. Alors sur le côté psychotique, vous voulez dire de Poutine ou de... Je crois que c'est quand même assez surprenant ce que vous décrivez. Bon, il y a Poutine, donc les gens disent c'est Poutine, mais c'est pas Poutine tout seul, c'est vrai. Ah non. Mais il y a quand même une vision du monde de 2020 qui est quand même un peu surréaliste, quoi. Elle est surréaliste, je sais rien, elle est en décalage radical avec la manière dont on présente le C'est un monde. discours psychotique, il prend ses pour des réalités, je sais pas, c'est... Mais quelle Le discours, par exemple, sur le nazisme, de penser qu'on peut encore faire ça, c'est quand même surréaliste, quoi. Le nazisme, c'est-à-dire... On parlait du grand défilé qu'ils ont fait, en effet, avec les drapeaux soviétiques. La Russie allait être attaquée, mais c'est pas sérieux, je dirais. Comment on peut croire ça? Un pays de 140 millions d'habitants qui va être attaqué par un petit pays de 40 qui est en mauvais état en plus. On le croit parce que derrière, comme je vous l'ai un peu expliqué, Poutine a dit derrière l'Ukraine, en fait, c'est l'Occident qui nous attaque. Oui, c'est pas complètement faux, mais en même temps. Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a un effet d'amplification. Moi, je parlerai pas de psychotique du tout, parce que je crois pas du tout à la thèse de Poutine est fou, je sais pas quoi. Je sens que Poutine est psychotique, que l'ensemble de Poutine, avec son régime, avec tout son mode de fonctionnement, je dirais, on arrive à avoir des comportements psychotiques, d'où leur incapacité de comprendre que l'Ukraine avait changé. Oui, alors ça, oui, ça c'est vrai. Que la révolution mais ça, c'est pas psychotique. Quand les Américains. Comment imaginer que les Ukrainiens n'allaient pas résister, alors que ça faisait 8 ans qu'ils se battaient dans le Donbass et qu'ils avaient été renforcés? Quand les Américains ont débarqué en Irak, M. Brenner, qui était quand même pas n'importe qui, parce qu'il était ensuite nommé au commissaire, je ne sais pas comment ça s'appelait en Irak, avait donné une interview à lui. Moi, j'ai grandi une partie de mon enfance en Irak. Dans l'Irak totalitaire, comme ils disent. Donc, il disait voilà, la population, en fait, va nous accueillir à Paul Bremer, je crois. Bremer. Avec à bras ouverts, parce qu'ils n'attendent que ça pour en fait, proclamer la démocratie dans les rues de Bagdad. Et voilà, il suffisait d'avoir des renseignements quand même un tout petit peu, ou d'écouter les bons renseignements, parce que c'est pas seulement les avoir, c'est aussi de les écouter. La CIA, elle fait quand même du bon boulot. Il y avait quand même des agents à Bagdad qui quand même racontaient pas des conneries pareilles, qui parlent arabe, qui sont infiltrés, qui ont enfin, je veux dire, qui font leur boulot. Non, M. Bremer était convaincu de ce qu'il disait. Et je pense que quelque part, chez Poutine, quand vous dites psychotique, non, je pense pas que ce soit le psychotique, mais là où il y a un décalage avec la réalité sérieux, là où je suis dans l'autre sens, c'est sur la réalité de ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui. Il y a une vraie méconnaissance. Une vraie méconnaissance. À la limite, c'est quelqu'un qui comprendra mieux ce qui se passe
en Allemagne ou en France, etc., qu'en Ukraine. Et qu'est-ce qui fait problème? C'est pas qu'il est dingue ou psychotique ou je sais pas quoi. C'est que c'est le kremlinocentrisme le problème, encore une fois. C'est le logiciel russe. Hein. C'est-à-dire de dire, voilà, l'Ukraine, on va pas raisonner, on va pas prendre l'Ukraine et on va dire, voilà, non, c'est quand même un ancien agent du KGB. On prend les choses, on regarde le dossier et on va faire une synthèse. Allemagne, où est-ce qu'on en est? Élection allemande, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, boum. Quelles sont les forces? Qui est rien? Quel est le PIB? On fait une analyse comme ça. Ukraine, non, on n'y arrive pas. Parce que l'Ukraine, tout de suite, il y a quelque chose peut-être de sentimental, je ne sais pas quoi dire. C'est un vieux contentieux. Les fibres, voilà, c'est pas possible. Il y a un déclic qui fait qu'on n'arrive pas, je sais pas, ça déclenche. Et c'est pas que chez Poutine. Vous voulez dire qu'ils avaient les renseignements, mais qu'ils ne voulaient pas les voir. En fait. Oui, je pense. C'est d'ailleurs ce que j'essaie d'élucider. Ça, c'est le plus grave. Je dis, je voudrais faire des entretiens avec plusieurs responsables et disons, personnes qui travaillent avec ces responsables, d'ailleurs, pour voir un peu ce qu'ils savaient, comment ils voyaient les choses et voir l'étendue de... Peut-être qu'on leur produisait des rapports géniaux, les gens du FSB, du SVR, très très bien. dans les régimes dictatoriaux, parce que ça s'apparente quand même un peu à ça. Mais pas que dictatoriaux, je pense que c'est un grand classique. On dit au chef ce qu'il a envie d'entendre. Oui, il y a ça. Oui, alors comment? Les rapports sont faits, puis ça remonte, puis après, qu'est-ce qui passe? C'est celui qui dit parce que le chef de Oui, non, mais ça, je suis bien des bricoles, quoi. Non, mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est que monsieur, comment il s'appelle, Patrouchev, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité, qui est l'ancien patron du FSB, c'est pas vraiment quelqu'un de... C'est vraiment pas... il est très proche de Poutine, il n'y a aucun problème, même je pense que Poutine l'estime, peut-être un petit complexe par rapport à lui, je pense. C'est vraiment l'étoile filante de la carrière de KGB, enfin c'est le type qui a tout fait, tout bien, voilà, qui est maintenant le chef du Conseil de sécurité, a dit, a fait une interview, il fait rarement des interviews, en octobre 2021, donc je l'ai lu parce que ça m'a intéressé, où il dit la situation en Ukraine, voilà ce que c'est la situation en Ukraine, vous filez bien, très clair. Voilà. On parlait de la réalité. Oui. Voilà. On parlait de la réalité, on disait voilà, il y a des forces extrémistes, radicales, etc., localisées là, le gouvernement, ceci, cela, est influencé par ces forces, mais il y a aussi ceci, cela. Il semblait se fonder sur, c'est une interview dans une télé, c'était pas dans tout, mais quand même, ça semblait fondé sur une connaissance vraiment objective. Donc il y a quelqu'un qui fait des dossiers, ça remonte. Voilà. Quelque part, il y a un moment où ça bug, voilà. Et je pense que ça interroge le rapport entre renseignement et décision politique, qui n'est pas lié à la Russie, qui n'est pas lié aux dictatures d'ailleurs non plus seulement. Je pense que c'est un peu toujours le même problème, c'est que quand on a ces données, et puis quand on décide d'un truc, on va aller chercher les données qui vont dans le sens de la décision. On ne va pas forcément prendre la décision fondée sur les données qu'on a, mais on va aller chercher les données qu'on a produites pour justifier la décision. Voilà. Et donc, là, comme vous dites, ou je ne sais plus, les chefs vont faire remonter les données qui appuient une décision qui te sont déjà prises. Voilà. Une ultime question, parce que l'heure s'avance. François, je t'en prie. Je vous ai parlé c'était le discours de Vladimir Poutine en parlant des territoires adjacents et des territoires historiques. Oui. Vous voulez me dire deux mots sur ces territoires historiques? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Alors, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il parlait des territoires adjacents, et donc dans ce discours du 21 février, il voulait, 24, pardon. Adjacent, c'est frontalier, c'est directement une référence. Adjacent, c'est la Pologne, c'est l'Ukraine. Oui, dans ça, adjacent, vous avez bien expliqué. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que adjacent, c'est l'Ukraine. Ben oui. C'est la Pologne. C'est Donbass. Historique, c'est aussi l'Ukraine. C'est-à-dire, voilà, mais adjacent, ça, dans le contexte, je reprends pas tout le discours, mais dans le contexte adjacent, c'est Donbass et Lugansk. Oui. Historique, c'est aussi Donbass et Lugansk, mais ça va plus loin. Si vous voulez ce que j'ai voulu souligner, peut-être pas de manière très claire, excusez-moi, je reprends la phrase.
voilà, enfin les territoires adjacents, non là c'est clairement l'Ukraine, mais qui sont aussi nos territoires historiques. Donc elle n'est pas seulement adjacente l'Ukraine, elle est aussi historique. Ouais. Ça la distingue de qui? De l'Estonie par exemple. Ou la Lettonie. Ouais, c'est pour les Pays-Bas. Qui sont adjacents mais pas historiques. Pourquoi pas historiques? Parce que les Pays-Bas ont été ils ont été russes, entre guillemets, depuis le 18e. Après, ils sont devenus. Ils sont passés d'une main à l'autre. Hein. Mais ils ne sont pas historiques au sens où l'Ukraine est historiquement liée à la Russie. Et ça remonte à la Russe de Kiev, c'est ce que je vous expliquais. Et ça repose sur une vision historiographique fausse, en fait. Hein. Mais l'important, c'est pas ce qui est vrai et faux, c'est ce qui est. Notre origine, c'est la Russe de Kiev. Donc forcément, territoire historique Kiev. Voilà. Et c'est l'orthodoxie. C'est l'orthodoxie. Alors que moi, ce que je pense comme historien, et pas seulement moi, c'est que cette Russe de Kiev, c'est un mythe. L'État russe, aujourd'hui, tel qu'il existe, c'est Moscou. Ils fondé à Moscou, pour Moscou et par Moscou. Alors, on comprend que l'adjacent, c'est à sécuriser, en fait. Ah, exactement. L'historique, c'est à récupérer. Alors justement, absolument, mais très bien. Écoutez, vous m'aidez, là, je vais noter, c'est une très bonne formule. Vous voyez comme quoi c'est toujours bien de faire des conférences. Non, c'est une très bonne formule. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et dans la manière dont il le dit, est apparu sur des territoires, la menace, hein, sur des territoires qui nous sont adjacents et incise sur nos territoires historiques. Oui, c'est ça. En plus. Hein. L'histoire, il la met où? C'est l'histoire d'hier, avant-hier. Ah ben, bien le savoir. Où est le curseur? Mais ça, c'est partie du thème de la Russie. Oui, bien sûr. Le facteur linguistique joue dans cette définition complexe. Oui. Linguistique, oui. En Ukraine, la partie, on peut imaginer dans la tête des dirigeants russes que la partie la plus russophone fait partie de territoire. Non, mais pas seulement la partie la plus russophone. Ce qui fait partie du territoire historique, c'est effectivement l'ancienne Nouvelle-Russie, l'ancienne Petite-Russie, enfin tout ce qui était rattaché à la Russie. Après 1654, c'était après le traité de Péreyaslav qui a réunifié, enfin qui a eu inclus dans l'Empire russe tous les territoires des Hatmanats, Cosaques, etc. Et pas au-delà. Bon, mais ça veut dire que Kiev est dedans. Kiev comme aussi Rousse-Kielienne. Voilà. Or, les territoires proprement adjacents, oui, il y a une ambiguïté. Cette ambiguïté, elle est constitutive de l'ambiguïté fondamentale des buts de guerre. On cherche à réfléchir. C'est quoi le but? Qu'est-ce qui va dans les spéculations? On essaie de partir des discours. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et là, il y a clairement un nœud là. Donc, merci pour cette formule qui veut dire tout à fait bonne. Dans ce style. Chers amis, il va falloir s'arrêter. C'est inquiétant.